Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 2, la culpabilité d'Adrien. Adrien a vécu durant 4 ans et demi une histoire d'amour passionnel avec un garçon. Ils ont cherché l'un et l'autre à partager un bout de chemin ensemble, en s'écoutant, en se parlant, en grandissant, et surtout, sans vouloir changer l'autre. Mais un jour, un événement tragique est arrivé au partenaire d'Adrien. Alors comment se libérer du sentiment de culpabilité quand survient un drame intime ? Adrien a 37 ans et il se définit comme PD. Ses yeux tirent sur le vert et il a ses cheveux décolorés en vert. Son regard semble intense et mystérieux, il porte une boucle à l'oreille droite et il a de jolis avant-bras poilus. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Alors tout commence à une soirée en 2012 dans un bar à Bruxelles qui s'appelle le Mr. Wang, où un ami me présente un couple. Et je me lie très rapidement d'amitié avec un des deux garçons, avec qui on a une sorte de relation où on partage beaucoup l'histoire de l'autre, ce qu'aime l'autre, ce que fait l'autre, etc. Ce garçon, pendant 1 an, je le vois un peu, enfin de temps en temps en fait, juste pour boire des verres et discuter. Et un jour, je le rejoins après le travail et j'apprends qu'il s'est séparé de son copain. Et on picole à la fin de son service. Et en fait, en sortant, on se roule des grosses pelles dans la rue. S'ensuit une soirée très très longue, parce qu'on continue à boire des verres, on va à une soirée, on prend de la drogue, on se roule des pelles sur la piste de danse, on se fait virer par le videur. On finit dans une after où on squatte la salle de bain parce qu'une fille commence à laver les pieds de personnes et qu'on se prête un peu au jeu et on commence à fricoter un peu tous ensemble. Et ce garçon rentre chez moi. Et on continue à se fréquenter, on continue à passer du bon temps ensemble. Et je crois que ce qui m'a plu et ce qui lui a plu, c'est qu'on était vraiment dans la curiosité de ce qu'était l'autre, de ce que voulait l'autre, de ce que faisait l'autre, de ce que n'aimait pas l'autre, ce que fantasmait ou désirait l'autre. On a continué à se voir, donc on s'est dit à un moment qu'on était en couple parce que finalement notre entourage, nous voyant très souvent ensemble, nous posait la question de savoir si on était en couple. Et je pense qu'au bout d'1 an, on s'est dit, en fait, en effet, on est en couple. Et on a continué à être ensemble. Et je pense qu'on a vraiment cherché à partager un bout de chemin ensemble. En fait, ce qui était intéressant avec lui, c'est que on cherchait pas à transformer l'autre, mais on prenait l'autre tel qu'il était. Et c'est-à-dire qu'on discutait beaucoup de ce qu'on était, de ce qu'on voulait, de ce qu'on ressentait aussi mutuellement l'un pour l'autre, parce qu'on essayait de faire toujours un peu des mises à jour de nous dans le temps qui avançait. Donc au total, en fait, on est resté 4 ans et demi ensemble. C'était un amour très passionnel, on était très très amoureux. On s'amusait beaucoup, on a vécu des situations assez simples, mais aussi des fois très cocasses. On était vraiment... on s'accompagnait mutuellement l'un et l'autre dans ce qui se passait en fait dans la vie. Que ce soit professionnellement, que ce soit sexuellement aussi, parce qu'on était plutôt ouverts. C'est-à-dire qu'on ne se refusait pas d'avoir des expériences avec d'autres garçons, parce qu'on trouvait que c'était nécessaire. Et aussi parce que on partageait une sexualité commune, mais il y avait aussi des désirs et des fantasmes de chacun, en fait, qui appartenaient plus à l'un ou à l'autre, et qu'on voulait pas réfréner ou freiner l'autre dans la découverte de ce qu'il était. Donc on était vraiment dans un truc de quel est ton système de gratification, quel est le tien, et comment on peut continuer à avancer
toujours s'aimer en fait en grandissant. Pendant ces 4 ans et demi, il y a un moment où il a eu un problème de dents. Et du coup, il est allé chez le dentiste. Je pense qu'il avait une espèce d'inflammation ou une infection. Et il est allé chez le dentiste et le dentiste le soigne et en fait lui dit essaye de faire des tests VIH, et des tests d'hépatite, syphilis, etc. Le jour où il a eu ses résultats, j'étais au travail et je l'appelle, j'étais dans un couloir blanc. Et je l'appelle et je lui fais alors tes résultats et il me dit viens à la maison, on en discute ce soir. Ce qui est très bizarre dans un couple de postposer une réponse, ça veut dire que ça signifie toujours quelque chose. Et donc je rentre le soir, il est assis sur le canapé, le visage très fermé, et il m'annonce qu'il est séropositif. Et en fait, le premier réflexe que je fais, c'est de me mettre accroupi sur lui et de le prendre dans mes bras. On est plutôt en train d'accuser le coup, parce qu'on réalise que si lui est séropositif, ça veut dire que moi aussi je suis séropositif, parce qu'on avait toujours des rapports sexuels fréquents. Donc voilà, on passe une soirée très très bizarre. Je crois pas qu'on essaie de comprendre d'où ça vient, etc. On est plutôt surpris, abattu, et on est dans ce truc un peu d'entre-deux parce qu'on sait que lui est séropositif et on ne sait pas encore mon statut. Donc je vais chez le médecin le lendemain, je fais des prises de sang. Entre-temps, lui, il doit aller dans un centre spécialisé parce que du coup, il doit faire des analyses un peu plus approfondies, il doit rencontrer des médecins, etc. Quelques jours après, je reçois mes résultats qui sont négatifs. Donc il y a quelque chose de très bizarre parce qu'il y a une sorte d'incompréhension de ce fait-là, en fait. C'est-à-dire qu'un est devenu séropositif et l'autre est resté séronégatif. En fait, j'essaye de pas lui montrer que je suis triste. J'essaie vraiment d'être fort. J'essaie de l'accompagner. À ce moment-là, on est un peu vraiment encore plus cul et chemise. On est très proches, en fait. Les choses autour n'existent pas vraiment, mais on est vraiment ensemble. On va à son premier rendez-vous donc dans ce centre. On est accueilli par une médecin qui nous annonce d'emblée que, en fait, il est séroconverti. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tout son corps a assimilé le virus et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, je pense que c'est une sorte de baffe dans la figure, avec un espèce de haut cœur, parce que c'est une sorte de sentence comme ça où il n'y a pas de retour possible. On pose la question de savoir pourquoi je suis séronégatif. La médecin lui dit que en fait j'ai eu de la chance. En fait, moi je me mets comme objectif d'être présent, c'est-à-dire de le toucher, qu'il sente que je suis présent en fait et que je suis là et que je l'accompagne et je n'en fais pas une histoire. Je le laisse en parler, mais je n'en parle pas. Mais par contre, je me souviens qu'on est sortis, on allait faire des courses au supermarché. Et je me souviens très très bien de me retrouver devant des carottes et d'avoir très 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 envie de pleurer. C'est-à-dire je pleure pas beaucoup, mais là j'avais vraiment... je pense que j'avais besoin de décharger quelque chose et j'étais là, ne pleure pas, et je me refusais à pleurer. Je voulais pas en rajouter une couche, ou je sais pas, mais je me souviens très très bien de cette image par contre. Inévitablement, quand on apprend sa séropositivité, ou même quand on tombe malade, en fait, je pense qu'on essaye toujours de trouver la raison ou la source de cette maladie. Studio Balado, être un homme. Un jour, je rentre et en fait, il est dans son bain et je vais le voir et je sais plus exactement pourquoi on en vient à ça, mais il me dit je pense que c'est arrivé à cette soirée.
En fait, on passait beaucoup de temps dans un endroit qui s'appelle le Stam, qui est un bar à cul, parce que, en fait, c'était juste à côté de chez nous. C'était un bar qui ferme quand même à 4-5 heures du matin, et où il y avait de la bonne musique, et en plus, on avait l'occasion de rencontrer des garçons et de baiser. Et en fait, cette soirée-là, on y est allé, je pense qu'on avait pris des drogues, hein, et on était dans une espèce d'effervescence, excité comme on l'était toujours, à essayer de draguer des garçons, à essayer d'avoir des relations sexuelles, etc. Et lui était particulièrement chaud. Et je me souviens très très bien de la sortie du Stam, où on était là, on était hyper excités parce qu'on avait passé une super soirée. Et du coup, je reviens, donc il est dans son bain, et il dit, je pense que c'est à ce moment-là, et je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, ou comment ça s'est dit, mais ce dont je me souviens, c'était qu'il mettait en évidence le fait que moi, je l'avais quitté à un moment de la soirée pour monter et aller voir ailleurs. C'était une remarque de dire, voilà, en effet, t'es parti à ce moment-là, et qui se transformait en finalement, j'étais défoncé et je me faisais baiser, et en même temps, t'es parti et je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Et donc, il y avait une sorte un peu d'accusation d'abandon, ou de l'avoir laissé aux mains d'inconnus, et sans avoir été là pour l'accompagner, et pouvoir potentiellement dire à un garçon, bah non, en fait, faut mettre une capote, etc. Et donc là, il y a eu un moment de culpabilité, parce que finalement, j'étais accusé de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été présent, et indirectement, en fait, d'être responsable du fait qu'il ait été contaminé. Ce qui est très compliqué à gérer. Je le vois plus de cette manière-là aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'est quand même on est quand même traversé par des émotions très fortes, et c'est très compliqué d'avoir du recul. Et surtout qu'on n'est pas, on est dans quelque chose de très présent aussi. On n'est pas. Enfin moi, tu vois, par exemple, j'ai jamais cherché à savoir pourquoi, quelle était la raison. Je m'étais jamais dit, par exemple, parce que j'ai discuté avec un garçon il y a pas très longtemps, que en fait lui m'avait mis en danger. J'avais jamais vu ça comme ça, et je le vois toujours pas comme ça d'ailleurs. Et puis c'est compliqué parce que donc on est quand même assez submergé. On n'a pas de recul. On n'a pas de recul. En fait, on est hyper poreux. On prend les choses et oui, peut-être qu'en fait, j'aurais pas dû monter avec un autre garçon, et j'aurais dû rester. Et j'aurais dû être conscient, dans un état d'inconscience, j'aurais dû être conscient en fait que j'aurais dû être présent. En fait, c'est compliqué parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on partage beaucoup de choses, et il y a un moment, en fait, les choses, elles sont presque interconnectées. Donc c'est très difficile. Enfin, ton individualité, elle existe, mais en même temps, finalement, tu es partagé entre une individualité et le fait d'être à deux. Et en fait, de faire la distinction entre les deux, soit tu es quelqu'un qui prend beaucoup de recul, mais il y a des moments où c'est très compliqué. Donc, quelle est la différence entre le 2 et le 1 tout se mélange. Donc oui, en fait, il y a un moment où je pensais que c'était de ma faute. Là, je le pense plus du tout. Alors, on s'est séparés au bout de 4 ans et demi, mais on s'est pas séparés pour ces raisons-là. On s'est séparés pour plus des questions de quotidien et de vivre au quotidien avec la personne qu'on aime. Et c'est aussi un garçon que je continue à voir. On a toujours les mêmes rituels. On se prend des bières sur un banc et on se raconte. Puis on mate les garçons qui passent et on commente. Mais c'est surtout qu'on continue à se partager. C'est-à-dire on continue cette démarche de pas avoir de tabou l'un pour l'autre, et de continuer à avoir une mise à jour de ce qu'est l'autre. Et du coup d'essayer d'avoir une sorte de vérité de l'autre. Et ça, on le garde, on l'a toujours, et je pense qu'on va le garder encore très longtemps. C'était Être un homme, un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Temba Bébé, Céline Mariage et Philippe Moquel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager, écrivez-nous à l'adresse studio@studiobalado.com.
Vous pouvez soutenir le développement d'une deuxième saison d'Être un homme via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif, avec le soutien de l'Eschfin de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.